Voilà, question d'assurance, etc. Vous avez, vous avez 15 personnes qui passent, puisque tout ça a été filmé par une vidéo de surveillance, qui contournent la fillette et qui s'en vont. Il y a eu des milliards de tweets, parce que les chiffres sont toujours impressionnants en Chine, de gens disant « Mais quelle est cette société que nous construisons, qui n'a aucune valeur, qui a perdu ses valeurs humanistes, etc. » C'est-à-dire que vous avez le réveil incontestable d'une société civile autonome, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des centaines de millions de personnes qui, en Chine, ont une capacité de s'informer et de se forger un raisonnement. C'est la première fois dans l'histoire millénaire de la Chine que vous avez cette autonomie de la société. Est-ce que vous pensez, Pierre Aski, que la Chine est en marche vers ce qui est une religion chez nous, à savoir la démocratie? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable, qui est logique et qui quand même explique complètement nous l'histoire de notre civilisation et pas forcément la leur? Vous savez, je pense qu'il y a des choses communes et des choses différentes. La chose commune entre la Chine et nous, c'est que les Chinois, comme les Français, ils veulent que leurs enfants aient un avenir, ils veulent le confort, ils veulent un certain nombre de données qui font partie de notre vie quotidienne, qui ne l'étaient pas chez eux et qui le deviennent progressivement. Et vous avez le sentiment que c'est un pays... Ça continue. Ce qui est différent, ouais, c'est que c'est un empire, c'est une taille, et ça joue énormément. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une classe moyenne chinoise de 200-300 millions de personnes, tout dépend des critères de définition de la classe moyenne en Chine, grande bande côtière, de gens qui ont une maison à protéger, qui ont un investissement, qui ont un enfant, la politique de l'enfant unique, à qui ils veulent transmettre leur fortune, etc., et qui sont dans un pays qui n'a pas d'état de droit. Aujourd'hui, la vraie faiblesse du système chinois aujourd'hui, de leur point de vue, c'est que si vous avez un problème, vous avez un conflit avec quelqu'un qui a des appuis politiques, vous êtes mort. Si on veut exproprier votre maison et que vous n'avez aucun recours, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amnistie internationale, il n'y a pas d'association de consommateurs, il n'y a pas de presse libre. Et vous avez donc cette faiblesse. Et donc la première exigence de la société chinoise aujourd'hui, c'est un état de droit. Avant d'avoir le droit de vote ou le droit d'élire leurs dirigeants, ce n'est pas une revendication, non, c'est un état de droit. Et de ce point de vue-là, si ça arrive et si cette voix qui s'exprime énormément est écoutée, la Chine, dans 10 ans, sera un pays différent. Et ça sera un pays différent avec... Plus fréquentable, vous voulez dire ? Oui, forcément. Je pense que la Chine est fréquentable. Je partage ce qui a été dit sur le fait qu'on peut penser ce qu'on veut du système chinois. On ne peut pas faire abstraction aujourd'hui de commercer, échanger et engage, comme disent les Américains, je ne sais pas comment on traduit en français, c'est-à-dire dialoguer, discuter, construire, être constructif. Vous savez, quand vous êtes... moi, je suis arrivé en Chine en 2000. Tous les conseils qu'on m'avait donnés, c'était surtout fais gaffe, dis pas ce que tu penses, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai fait exactement le contraire. Alors ça m'a valu quelques ennuis, mais mes interlocuteurs chinois étaient au contraire reconnaissants d'avoir cette possibilité d'avoir en face d'eux quelqu'un qui leur disait ce qu'ils pensent, pas de manière agressive, pas en tant qu'ennemi, mais en tant que confrontation de points de vue, de valeurs, d'histoire et d'univers culturels différents. Et ce dialogue-là, il est possible. Il est possible à tous les niveaux aujourd'hui. Il est compliqué d'État à État. On a bien vu lorsque la France s'est retrouvée en conflit avec la Chine autour du Tibet en 2008, qu'elle nous l'a fait payer très cher. Elle a fait de la France un exemple pour effrayer les autres. Mais ce dialogue de société à société, d'humain à humain, d'entreprise à entreprise, d'université à université, il est possible, il est nécessaire. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut avoir des bonnes surprises dans l'avenir. C'est pas garanti. Il y a aussi une vague nationaliste qui pèse très, très, très lourd en Asie aujourd'hui. On voit les conflits entre la Chine et le Japon sur des îlots. La Chine est en conflit avec tous ses voisins sur des questions de territoire, d'accès aux ressources. C'est un pays qui manque de ressources naturelles et qui est prêt à tout pour sauver son développement économique et donc à piétiner beaucoup de choses. On le voit souvent en Afrique, par exemple. La garantie de l'accès aux ressources, la garantie des voies navales, c'est extrêmement important. Mais
globalement, je pense qu'il y a une transformation de la Chine qui est irréversible, qui fera des hauts et des bas pendant encore très longtemps, mais il y a une société chinoise qui est réveillée, pour reprendre la fameuse phrase, et ce n'est pas simplement la Chine en tant qu'institution impériale qui est réveillée, c'est aussi les citoyens chinois, et pour la première fois, l'émergence d'un individu chinois. Et ça, c'est important. Et cette Chine impériale qui s'est réveillée, vous pensez qu'elle constitue vraiment absolument aucun danger vis-à-vis des autres pays en termes de géopolitique aujourd'hui? Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche ce qui était décrit tout à l'heure. Elle veut retrouver sa place dans l'économie mondiale et dans la géopolitique mondiale d'il y a 200 ans. Suivi de 150 ans absolument désastreux. Il n'y a pas un petit côté revanchard sur l'histoire vis-à-vis de l'Europe en particulier? Oui, mais vous savez, la revanche, elle est d'abord sur eux-mêmes. C'est-à-dire que les Chinois ont vécu l'humiliation des guerres de l'opium, des traités inégaux, de la défaite face au Japon à la fin du 19e, de leur guerre civile et de leur guerre fratricide pendant des décennies, de la catastrophe de la période maoïste sur le plan économique. Et pour la première fois depuis bientôt 2 siècles, ils remontent à la surface. Et pourquoi ils raflent toutes les médailles aux Jeux Olympiques? Parce qu'au début du XXe siècle, la description, le cliché pour décrire la Chine, c'était l'homme malade du monde, de l'Asie. L'homme malade de l'Asie. L'homme malade de l'Asie peut gagner des médailles d'or en athlétisme. Donc il va mieux. Et ça, c'est une revanche d'abord sur eux. Alors après, si j'étais voisin de la Chine, je m'inquiéterais un peu plus qu'en étant français, même si on reprend le scénario de Jean-Yann dans Les Chinois à Paris, il y a peu de risques de voir débarquer l'armée chinoise à Paris. Par contre, les touristes chinois, place Vendôme, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne très bien. Non, je voulais juste... franchement, s'il y a un pays qu'il faut regarder dans les années qui viennent, pour vos enfants, pour nos enfants, c'est la Chine. Je veux dire, quand je vois la place qu'on réserve à la Chine dans la presse française, qui est plutôt pas trop mauvaise qualité, c'est affligeant par rapport aux enjeux qui sont concernés. Pourquoi est-ce qu'ils gagnent des médailles aux Jeux Olympiques? Parce qu'ils travaillent. C'est quand même une différence fondamentale avec l'Europe, hein, et la France en particulier. Et juste, tu connais beaucoup mieux que moi la Chine, mais il y a deux éléments qu'il faut avoir présents à l'esprit. Un, les mecs, c'est Hu Jintao, hein, ils veulent simplement être réélus, comme chacun d'entre nous. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, attendez, on veut bien la démocratie, mais on ne veut pas être viré. Donc, laissez-nous un peu le temps de l'introduire. Et en attendant, en période de crise, la non-démocratie, ça aide. Quand les salaires sont trop élevés à Pékin, on fait venir 1 million de personnes de province et ça calme le jeu syndical. C'est très, très, très rapide. Quelque part, la démocratie relative, on en profite parce que ça participe à la croissance mondiale. Et autre chose, on leur reproche, il y a des articles, c'est quand même, la vie est belle pour nous qui sommes privilégiés. Je veux dire, quand on lit la presse tous les matins, c'est quand même mourir de rire. On reproche aux Chinois de manger trop de viande. Il n'y a que nous qui avons le droit au McDo. Il faut arrêter, je veux dire, il faut qu'on change notre façon de penser. Alors on dit la Chine, mais c'est vrai aussi de l'Inde, de la Russie, de plein d'autres pays émergents. C'est eux qui vont avoir le pouvoir. Commençons par les comprendre. Alors on a beaucoup parlé de domination économique, on va revenir à Alain Gérard Slama peut-être rapidement. C'est vrai que l'Europe et d'une manière générale l'Occident, elle a eu aussi une domination culturelle et intellectuelle. Les grands penseurs, ils étaient, bon, on ne parle pas de la Chine éternelle et des grands philosophes et des grands penseurs chinois d'il y a quelques siècles, mais globalement au XXe siècle, l'essentiel, on va dire, en tout cas pour le vulgum pecus, l'essentiel de la réflexion intellectuelle, elle a eu lieu en Occident. Est-ce que vous croyez à l'avenir de la réflexion intellectuelle et philosophique en Orient et en particulier en Chine? Ah ben pas une seconde. Je ne suis pas du tout d'accord avec Olivier Pastré, qui parle admirablement le mandarin, donc évidemment, on arrive tous à le comprendre. Mais rien n'est écrit, encore une fois. C'est ce que j'ai essayé de dire d'entrée de jeu et que je maintiens. On ne sait pas si la croissance chinoise va induire une évolution vers la démocratie, ou si, au contraire, un régime autocratique chinois ne portera pas la preuve qu'il soit possible d'être une grande puissance mondiale et de ce coup devenant peut-être dangereuse
Exemple après tout, qu'il y a quelques précédents. Que je sache, dans les manuels d'économie, il me semble qu'on donne un exemple, l'expérience du docteur Chartres dans l'Allemagne des années 30, et qui a été en effet une réussite. Que je sache, on donne l'exemple de l'assainissement des marais pontins par Mussolini. Autrement dit, une société, et c'est là que nous autres Européens... Ce que vous voulez dire, M. Slama, c'est que de la dictature peuvent naître des choses intéressantes. Nous autres Européens, intéressantes, nous autres Européens, nous avons eu cette chance incroyable et dont il ne faut pas nous départir, et surtout sur laquelle il ne faut pas pleurer, d'avoir eu conjointement un progrès de la démocratie et des libertés. Et nous avons eu un choc en retour, évidemment, lié aux remises en cause de notre universalisme dont nous avons abusé. Ça, c'est certain. J'ai eu du mal à prononcer le mot, c'est pas que j'ai abusé de Chambertin, hein, je vous rassure, mais ce mot universalisme a tellement mauvaise réputation qu'on a presque du mal à le prononcer maintenant. Alors qu'au contraire, nous avons eu cette chance de cette expansion formidable des libertés et en même temps de la richesse et de la puissance. Alors, il n'est pas du tout écrit d'avance. Je ne dis pas que, évidemment, ni Pieraski ni Olivier aient tort. Nous ne savons pas. Il faut avoir l'humilité de le dire. D'autre part, pourquoi est-ce que nous avons tendance à voir un progrès de la démocratie, un succès d'un nouveau Tiananmen, en quelque sorte, mais sans Tiananmen, en Chine? Parce que ce pays, jusqu'à présent, n'a pas eu de politique impérialiste, si ce n'est sur ses marges. D'où d'ailleurs la phrase qui a été dite tout à l'heure, je crois que c'est Pieraski, je n'aimerais pas être le voisin de la Chine. Il n'y a que les voisins de la Chine, en effet, c'est-à-dire, bon, la Mongolie extérieure, et puis surtout, évidemment, le Tibet, mais quand on sait ce que représente le Tibet, effectivement, on comprend que la Chine est tenue à le conserver, à un coût d'ailleurs exorbitant en termes humains et culturels. Mais donc, la Chine, en effet, n'a pas de tradition impérialiste. Elle prend des gages, elle achète des territoires, elle les occupe, elle les négocie. C'est pour ça qu'Olivier a raison de dire on s'en fout qu'ils achètent Chambertin, parce qu'après tout, et en fin de compte, s'ils arrivent à bien le gérer, ils feront peut-être un vin qui sera à la gloire de nos chais et de notre culture et de notre cuisine. Donc, c'est vrai ça. Jusqu'à présent, il y a un modèle chinois qui est en train de modifier considérablement. Ça fait partie pour moi, des grands changements de notre planète, l'idée même de la puissance. La puissance, c'était la violence, c'était la domination, c'était l'occupation de territoire, c'était la force. La puissance aujourd'hui, ça peut être le soft power, comme on dit d'ailleurs de manière très explicite, c'est-à-dire c'est pas nécessairement quelque chose de douloureux, mais c'est peut-être l'innovation, la recherche. C'était un petit peu ma question, monsieur Slama. Est-ce que justement l'avenir des idées, l'avenir aussi des intellectuels, on entend peu. Alors peut-être qu'ils peuvent pas s'exprimer, les intellectuels chinois, mais on a le sentiment quand même que l'Europe, la vieille Europe et les États-Unis ont quand même dominé l'actualité, si j'ose dire, de la réflexion intellectuelle depuis 150 ans. Oui. Est-ce que ça compte ou pas? Parce que là, on parle business, on parle, mais une civilisation, c'est aussi des philosophes, c'est aussi nous allons nous convertir au confucianisme. Des écrivains. Non, je ne crois pas que nous allons nous convertir au confucianisme. Et je crois d'ailleurs que les spécialistes du confucianisme sont bien embarrassés. Il y a un livre du grand sociologue Max Weber qui est très embarrassé là-dessus. Il dit confucianisme égale effectivement tradition, régime rigide, etc. Mais aussi confucianisme égale souplesse, égale réseau, égale relationnel. Et par conséquent, ça peut être aussi une voie vers la modernité. On n'en sait rien. Cela dit, ce à quoi je tiens à boire, et ça je sais ce que je veux, c'est le maintien de notre République laïque, individualiste et universaliste. Ça, oui, parce que je crois que ça fait... Et elle vous semble menacée aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui, parce qu'elle doute terriblement d'elle-même, mais c'est classique, c'est récurrent. Ça arrive tous les 30 ans, tous les 40 ans, que notre civilisation doute d'elle-même au contact des autres. Nous passons pour mépriser les autres civilisations, nous sommes en réalité une des civilisations les plus prégnantes aux autres civilisations qui soient au monde. Et il suffit que nous ayons un mollah génial pour que nous soyons brusquement frappés par des vagues de conversion inexplicables, ou un confucianiste plein de sagesse.
c'est la vertu d'ailleurs de l'Europe, c'est l'amour de cette diversité-là, cette souplesse et cette capacité, si vous voulez, d'absorber d'autres cultures, mais sans néanmoins en être aliéné. Hein. Donc je ne crois pas du tout, enfin j'espère que non, je ne crois pas que nous deviendrons américains, et je crois encore moins que nous deviendrons chinois, ne serait-ce que parce que les Chinois auront envie de rester chinois. Donc vous croyez en l'avenir de l'Europe comme, on va dire, puissance, en tout cas sinon dominatrice, mais régulatrice peut-être effectivement des... Écoutez, l'Europe est une association, un ensemble de nations. L'histoire des nations, vous croyez que ça a été une partie de plaisir? Vous croyez que c'était un long fleuve tranquille? Les nations ont vécu des guerres, elles ont vécu des périodes extrêmes, des périodes de dépression totale. La construction de l'Europe est un processus, au fond, si on y regarde d'un peu loin, bien sûr, mais c'est là que toujours notre regard est tourné vers les deux frères, là au bout, dont on attend avec impatience le message. C'est là qu'il faut voir les choses un petit peu haut et d'un petit peu loin. Alors justement, peut-être encore une fois, Julie Coudry, quand on entend l'ensemble de ces, non pas de ces prévisions ni de ces prédictions, mais de ces descriptifs sur ce que devrait devenir ce monde avec beaucoup d'incertitudes, comment, puisqu'on va vous donner le rôle de la représentante que vous avez été ou que vous êtes peut-être encore des jeunes sur ce plateau, comment est-ce que justement les nouvelles générations ont envie de se projeter dans cet univers plus ou moins incertain? Est-ce que on a vu aussi, on a beaucoup parlé de la génération de 68 qui avait le pouvoir toujours et qui le monopolisait. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les jeunes, ils ont envie d'inverser les tendances et de répondre à des valeurs, ou au contraire le consumérisme, ça leur va très bien, ça leur tient lieu de valeur? Facile. Oui, une petite question. Peut-être pas en tant que représentante des jeunes, parce que je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas observatrice de près depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'une chose est sûre, c'est que les jeunes ont bien conscience de vivre dans un monde qui est en pleine mutation. Ils le voient, ils le vivent, ils le ressentent au quotidien. Et il y a deux choses qui me paraissent importantes dans la manière de le ressentir. C'est déjà que par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le rapport au risque sur ces changements, c'est que il y a une conviction qui s'installe de plus en plus claire et de plus en plus opérationnelle d'ailleurs, c'est qu'il y a une possibilité de réconcilier un monde meilleur et le développement économique. Alors, comment est-ce que tout ça va venir s'inscrire dans la réalité géopolitique? C'est-à-dire que l'espoir des jeunes n'est pas mort, en fait, de créer et de diriger un monde meilleur. Je pense qu'il est ailleurs que l'espoir d'autres jeunes qui ont été jeunes à d'autres époques, en tout cas. C'est vraiment cette idée du développement durable, c'est-à-dire que dans le modèle même de développement et de développement économique, on fait converger l'aspiration à un monde meilleur et le développement économique. Ce n'est plus aujourd'hui deux dimensions qui s'affrontent pour les jeunes, mais au contraire, la tâche consiste à trouver les points sur lesquels ces deux dimensions se rencontrent. C'est-à-dire que le profit, c'est plus tabou, faire de l'argent, c'est pas considéré comme une valeur négligeable. Au contraire, chez les jeunes aujourd'hui, il y a une réhabilitation, si j'ose dire, de l'économie et de la croissance. Une réhabilitation de l'économie à partir du moment où elle est mise au service du développement du monde. Je crois qu'effectivement, en tout cas, il n'y a plus une distance, on va dire, idéologique avec la question économique. Et l'autre élément, c'est que comme ils sont jeunes dans un monde en pleine mutation, ils ont la pleine conscience et ils sont convaincus qu'ils vont jouer un rôle dans ce que va devenir le monde. Et c'est d'ailleurs une appétence qui va grandissante. Quand il y a 10 ans, on se lamentait que les jeunes Français aspiraient principalement à devenir fonctionnaires pour la sécurité. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre eux disent un jour vouloir créer leur propre activité. C'est-à-dire contribuer en innovant, en créant, à façonner ce monde qui est en train de changer et dont tout le monde ignore ce qu'il sera demain. Et cette envie-là, elle vient tout simplement du fait qu'ils ont, plus que les autres générations, l'intuition de ce que sera le monde de demain et l'envie d'aller repousser les limites de ces changements. Et l'autre élément, c'est que non seulement cette appétence...